Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode complètement fou d'Une tasse de tech, parce que c'est le vendredi n'est-ce pas? Le vendredi où il faut être fou, apparemment. C'est comme ça qu'on l'a traduit, le fameux Black Friday. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour monsieur, t'as raison. Moi aussi, je suis fou. Ben voilà. C'est plus le Black Friday, c'est plus le vendredi fou, c'est rendu le novembre fou. Partout, on va vous parler de nos astuces pour éviter les pièges du vendredi fou. On va vous faire peur un peu, on va vous rassurer. Non, on aime ça fait cliquer, ça fait des clics comme ça. On va parler aussi dans cet épisode de Chrome OS, on va parler de Snapdragon, on va parler d'intelligence artificielle chinoise et de souveraineté. D'intelligence artificielle, de Plex, de votre forfait sans fil, de contenu canadien selon le CRTC, d'une pile d'appoint Bluetti, je l'ai ici, format compact, peut-être une idée cadeau, quelque chose qui peut être pratique si vous avez des coupures de courant parfois, des AirPods Pro québécois. On a mentionné AirPods Pro, on a mentionné québécois et évidemment encore plus, des meilleurs deals du Black Friday. Ben oui. On en parlera du vendredi fou dans un instant. On salue nos partenaires, n'est-ce pas, qui nous permettent, et d'ailleurs, on va en parler dans les prochains instants, parce qu'on reçoit des gens de TELUS pour parler d'IA souveraine. Donc, manquez pas ça dans quelques minutes. C'est quoi l'IA souveraine? Pourquoi on en parle? Qu'est-ce que ça signifie? C'est une information pertinente en cette époque où les gouvernements peuvent rapatrier des données hébergées à l'étranger selon la loi de leur propre gouvernement. C'est quand même une conversation intéressante qu'on risque d'avoir. Et Plan Hub, on les remercie, on les salue, et eux aussi, on va les utiliser parce que plus tard, on va parler de votre forfait sans fil qui vous coûte sans doute trop cher. Oui. Et c'est peut-être le bon moment pour en parler parce que c'est le vendredi fou, Pascal. Ben oui, puis pour revenir sur TELUS, TELUS a une promotion, achetez un téléphone et donnez-en un. Pour les nouveaux clients, si vous achetez un nouveau téléphone, si vous avez un nouveau forfait, TELUS va remettre un téléphone et un forfait de service mobile à un jeune qui quitte son foyer d'accueil. C'est un programme qui s'appelle Connecté pour l'avenir. Puis vous allez dire pourquoi on donne à un jeune un téléphone cellulaire? Ben, c'est pour recevoir des demandes d'emploi, pour gérer ses programmes sociaux. C'est super important. Puis c'est une grosse dépense pour un jeune qui n'a pas beaucoup de budget. C'est une cause qui me touche particulièrement. C'est Connecté pour l'avenir, un programme de TELUS. Si vous achetez un nouvel appareil chez TELUS. Voilà. C'est pour le vendredi. Programme qui revient à chaque année. C'est pas la première année qu'ils font ça et ça a été un beau succès la dernière fois que ça a eu lieu. Donc oui, ce qui est une façon d'aider quelqu'un en une période où les gens consomment beaucoup, n'est-ce pas? Et comme on en parle depuis 3 semaines du vendredi fou, ben c'est ce 28 novembre que ça a lieu. Et bien évidemment, le lundi suivant, c'est le cyber-lundi, donc on n'arrête pas d'avoir des spéciaux. Vous savez d'où ça vient, hein? C'est un truc très américano-américain, là. C'est états-unien, pour ne pas dire comme ça, parce que c'est la fin de semaine de Thanksgiving en ce moment aux États-Unis. Nous, notre action de grâce, on l'a eu il y a 3 semaines et personne ne s'est énervé avec ça. C'est une grosse affaire à une époque où les gens commençaient pas mal à aller magasiner cette fin de semaine-ci pour préparer Noël, mais c'est rendu que dès le lendemain de l'Halloween, on fête Noël dans les magasins maintenant. Donc, ça commence le 1er novembre. Et évidemment, il y a une grosse composante de ça qui se déplace sur Internet. Et c'est là où ça devient compliqué parce que, vous le savez, Internet, c'est un terreau fertile en arnaque facile, disons-le comme ça. Et c'est là où on vous avertit, soyez prudents, et on a quelques conseils pour vous. Oui, écoute, le truc qui est drôle, c'est qu'en ce moment, moi, je me suis levé ce matin avec que des nouvelles sur les meilleures offres du vendredi fou, selon nos experts. Tous les sites font ça. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que les publicités sur le web, ça ne génère plus de revenus. Fait qu'il y a beaucoup de sites dont la principale source de revenus devient les liens affiliés qui leur permettent d'avoir une petite ristourne sur les achats que vous faites sur leur site. Fait que si vous encouragez un site, ben, par exemple, sur mon site, j'ai un lien de référencement qui m'a rapporté 1,71 $ la semaine dernière. Wow! Le mois dernier, et même pas la semaine dernière, le mois dernier, 1,71 $. Fait que si jamais vous voyez des sites que vous voulez encourager, vous voyez des offres, des liens, souvent c'est des liens affiliés. Je trouve pas que c'est légitime, compte tenu que les publicités ne rapportent plus des gens qui font du bon travail. Mais les conseils du pro, quand vous cherchez des aubaines sur Internet, méfiez-vous des offres qui sont trop belles pour être vraies. On le répète souvent, si vous avez le prix de fou, c'est le quart du prix, puis aubaine, livraison gratuite, cliquez ici, tout ça, c'est souvent des fraudeurs qui sont là.
C'est NordVPN qui donnait un chiffre là, comme quoi le nombre de sites frauduleux qui ressemblent à des grands sites, des sites qui ressemblent à Amazon, ainsi de suite, explose 230% plus de faux sites dans cette période-ci de l'année. Il y a aussi des types d'arnaques qui sont un peu flayés, c'est les fausses notifications de livraison. Si vous avez fait plein d'achats, tout à coup vous recevez une notification de livraison, votre colis n'a pas pu être livré, faut cliquer ici, entrer vos informations de carte de crédit, c'est ça, payer un frais. Et là, les gens qui sont inquiets, qui veulent pas que leur commande soit retardée, vont payer des frais comme ça. Assurez-vous que c'est le bon. Vérifiez sur votre compte, retournez chez le vendeur, appelez, contactez le vendeur qui vous a fait pour vous assurer que c'est la vraie notification de livraison. Les faux coupons rabais, il semble que c'est une source d'arnaque aussi. On entre nos coordonnées pour obtenir des rabais incroyables. Et il semble, et ça je trouve ça d'une tristesse infinie, des demandes de dons pour des fausses œuvres de charité. Il semble que ça pullule aussi pendant le temps des fêtes, le temps de donner à son prochain. Il semble qu'il y a beaucoup de fausses œuvres de charité qui circulent. Fait que méfiez-vous de ça. Rappelez-vous, si c'est trop beau pour être vrai, fiez-vous à des compagnies légitimes. C'est de plus en plus facile de créer des faux sites de commerce en ligne qui ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est plus vrai là que c'est tout croche. Avant, on disait « s'il y a des fautes d'orthographe, c'est sûrement des fautes. » Il y a plus vraiment de fautes d'orthographe. C'est très subtil. Vérifiez que c'est la bonne adresse. Allez-y. Magasinez en sécurité avec plaisir, mais faites attention. Faites-vous pas avoir. Puis surtout, est-ce qu'on y va avec le « dépensez pas inutilement » ? Ben, toujours. D'ailleurs, j'ai 2 éléments d'information à ce sujet-là, mais j'en ai un avant tout. Si vous magasinez sur des sites qui ont l'air un peu louches, mais qui sont peut-être légitimes, quand vous arrivez au moment de payer, souvent, c'est un service tiers. PayPal, Shop, l'application de Shopify, donc des services établis pour payer. Si ces services-là sont là et que vous payez à travers ces services-là, ça peut être rassurant, surtout l'application Shop de Shopify, parce que ça vient avec sa propre garantie. D'ailleurs, je vais vous dire ceci, si vous magasinez sur des sites indépendants, souvent on fait ça, parce qu'on trouve des produits qu'on trouve pas ailleurs sur certains sites dont on connaît pas nécessairement l'authenticité ou la véracité. Les petits items dans le dynamique qui apparaissent, Temu en fait beaucoup de ça, genre Robert de Saint-Irénée vient d'en acheter 8. Exactement comme ça, mon champion. Tu sais, qui rendent la transaction légitime, mais on le sait pas plus. Ça, c'est des mécanismes, hein, c'est du marketing, c'est pas vrai. La même chose, il nous en reste 2 en stock. Dépêchez-vous, avant que tout le monde se pousse avec. L'autre jour, j'étais sur un site et je comparais 2 produits et un des produits que je comparais, il en restait 2. Il en restait un. Oups, il en restait plus. Oups, il en restait 3. Ça a changé dans 20 minutes, à peu près 6 fois. Donc, embarquez pas dans ces mécanismes-là qui sont conçus pour nous faire dépenser spontanément, impulsivement. Ouais. Soyez raisonnable, soyez froid dans votre calcul, parce que ces gens-là aussi sont très froids derrière le site. Ils veulent faire de l'argent sur votre dos. Donc, vous pouvez leur rendre l'appareil et garder ça très rationnel en évitant de tomber dans ces pièges-là. Ouais. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on en a parlé la semaine dernière, dans l'usager, dans l'électronique surtout, Incertec. Il existe des mobiles cliniques, Go Resell. Il existe des sites, il existe des commerces qui vont revendre des choses reconditionnées, remises à neuf. Vous allez sauver une tonne de sous. Et en prolongement de ça, j'ai découvert une tendance, je savais pas que ça existait, peut-être suis-je le seul au monde, mais il existe un mouvement qui s'appelle le Green Friday, donc le vendredi vert, qui est un mouvement qui existe depuis quelques années, qui a été lancé, c'est un mouvement à l'initiative de gens du Canada qui a été lancé en 2015, je crois, et qui chaque année est reconduit. Ça existe sur Internet comme un site britannique, anglophone. Enfin, il n'est pas anglophone, il est en français aussi, mais c'est hébergé par un site .co.uk, donc au Royaume-Uni. Mais ça liste les occasions d'acheter des produits de façon... des produits qui sont bien sûr plus écologiques, il faut plus attention aussi à l'approvisionnement responsable des choses comme ça. Et c'est peut-être une façon de contourner le Black Friday. Si vous avez quand même le goût d'acheter des choses de façon rationnelle et sans surconsommer, bien sûr, il existe ce courant-là alternatif au Black Friday, le Green Friday. Je savais pas que ça existait. J'ai parlé avec des collègues qui m'ont pas vraiment répondu. J'ai pas vu leur réaction, mais c'est un truc qui gagne en popularité ces jours-ci. Donc, vous pouvez peut-être regarder de ce côté-là aussi. Écoute, puis mentionner Incertec, c'est tellement du bon monde. Ils ont eu la vente d'entrepôt. Ça se poursuit en ligne. Ils ont encore des ordinateurs. Mais il paraît que ça s'est envolé, là, les ordinateurs les plus à prix les plus bas. Mais ils ont encore des bons modèles un petit peu plus chers. Qui vont faire économiser, qui sont plus responsables. Je veux dire, si vous êtes une entreprise qui avait du vieux stock, vous pouvez aussi remettre votre vieux stock à Incertec. Ils vont être très heureux de reconditionner. Toute la chaîne est là. Ça. Si quelqu'un nous écoute et que leur entreprise a un parc informatique important de quelques, centaines, 50, 60 appareils, Incertec est là pour les reprendre, les reconditionner, les offrir à quelqu'un. Discutez-en avec eux. Vraiment, c'est un bel organisme. Voilà.
Parlons du OnePlus. C'est la partie Black Friday. Ben oui, on va se lancer dans les vrais de vrais actus. Il a été annoncé cette semaine que le OnePlus 15R allait être lancé. C'est la version bon marché du OnePlus 15. Et les OnePlus vont faire beaucoup de millage sur le fait que c'est le OnePlus 15R, bien sûr. Le premier téléphone vendu au Canada avec la puce Snapdragon 8 Gen 5, donc génération 5. Et là, les gens un peu perspicaces vont dire, oui, mais c'est pas exactement ce qu'on a dit du OnePlus 15. Vous avez raison, virgule, mais vous n'avez pas raison. Voilà, c'est ça l'astuce, c'est que le OnePlus 15 tout court avait la version... Et ça, j'ai eu cette conversation-là avec les gens de Qualcomm, et ils ont comme oublié de... C'était bien compliqué parce qu'ils étaient un peu gênés parce qu'ils savaient qu'il allait avoir cette stratégie en deux temps-là. Dans les premiers téléphones avec cette puce-là, c'était la version Elite du processeur qu'on avait. Exactement. Moi aussi, je l'ai vérifié, Alain. C'est très drôle. Je fais, voyons, c'est exactement la même chose. Il doit y avoir une twist, mais les noms donc des là, puces on a la version... On a la version standard du Snapdragon 8 Gen 5 dans le OnePlus 15R. C'est une phrase qui est dure à dire. On dit que cette puce-là est calibrée pour l'endurance soutenue et l'efficacité générale, à l'opposition de la version Elite, qui est cadencée à un rythme évidemment un peu plus élevé et qui est optimisée pour l'IA, donc le gros travail en multitâche, ou en tout cas en multithread, mettons, instantané, et dans le traitement vidéo lourd, donc dans les tâches plus costaudes, alors que dans le cas de la version standard de la puce, c'est plus générique. On dit que la différence de perception va être imperceptible pour l'utilisateur moyen. La différence de performance va être imperceptible. Donc, si vous achetez OnePlus 15R, vous ne verrez peut-être pas le fait qu'il n'est pas extrêmement puissant pour des applications d'IA extrêmement poussées, qui de toute façon tardent à revenir vraiment sur mobile de façon native. Souvent, on va sur le cloud. Donc, on perd très peu de performance. On cible les amateurs de performance, donc, et les joueurs avec cet appareil-là, on va être plus relax du côté de la photo, parce qu'on a abandonné cette présentation-là cette année chez OnePlus. Donc, la photo, les matériaux de luxe, des choses comme ça. Déjà, le OnePlus 15 est un peu plus moins haut de gamme visuellement, disons, par rapport au OnePlus 13, mais là, on risque de voir ça encore plus. Cela dit, on garde quand même des bonnes fiches techniques, des bonnes caractéristiques techniques. L'écran OLED est cadencé à 165 Hz, c'est quand même pas rien. C'est même plus que la plupart des téléphones dans ce créneau-là. Et la batterie devrait être supérieure en taille et en autonomie à celle du OnePlus 15. J'ai pas vu le détail exact, mais on dit 8000 quelque chose milliampères-heure, ce qui commence à être incroyable parce que déjà que le OnePlus 15 était celui qui avait la batterie la plus imposante. 7300, je pense, milliampères-heure. Je pense que 15R, c'est pas 5500, c'est ça que j'avais vu. Donc, tu as vraiment 2 jours de batterie. Surtout, et ça, j'ai hâte de voir, avec la puce Snapdragon 8 Gen 5, pas Elite. Si c'est optimisé pour l'efficacité, on va peut-être aller chercher encore plus d'autonomie sans recharge. Très, très curieux, ceux qui veulent passer, qui veulent faire changement du iPhone, qui veulent faire changement de Samsung, OnePlus. Samsung et Google sont vraiment les deux cibles de OnePlus avec ce téléphone-là, donc à considérer. Aluminium OS, j'aime le nom, mais ça me fait rigoler un peu aussi. Qu'est-ce qui se passe avec Chrome là écoute, on a annoncé dernièrement que Chrome et Android allaient peut-être fusionner. Du moins, Google s'en allait pour fusionner les deux. Il y a des petits détails qui sont sortis. Ils disaient ça va être Android avec une couche dessus. Il y avait un peu de confusion. Il semble que cette fusion-là s'en vient plus vite qu'on le croit, peut-être dès l'an prochain. Ah oui. Ce serait Aluminium OS après Chrome Aluminium, et on utilise oui, on reste dans le métal. On aurait utilisé l'orthographe, et ça, je trouve ça, c'est peut-être de la suranalyse, mais on a utilisé l'orthographe Aluminium, l'orthographe britannique, donc avec un I comme en français, versus Aluminum en anglais, parce que ça fait I dedans. Pour avoir pas juste ça, c'est la vraie écriture du mot, c'est aluminium. C'est les Américains qui savent pas parler, qui disent aluminium. Comme ils disent, depuis que George W. Bush a été président, ils disent nuclear, c'est qu'ils adoptent les travers de leurs dirigeants. Ils ont une drôle de mentalité sur ça, les Américains, mais oui, ça vient de là. Le vrai terme, même en anglais, c'est aluminium. Oui, aluminium. Donc, on a donné plus de détails comme ça. Ça pourrait être dès l'an prochain. Il y a une offre d'emploi qui a comme fuité le nom. La fusion aurait été annoncée au sommet Snapdragon. C'est là que on en avait parlé déjà qu'il y avait une fusion comme ça. Mais là, ça confirme le nom de code. Chrome pourrait disparaître. Et ça, c'est l'option qui est vraiment flyée, que Chrome pourrait disparaître. Donc, pas juste... on n'aurait peut-être pas 2 systèmes d'exploitation. On aurait un système d'exploitation uniforme pour les tablettes, pour les téléphones et pour des
des appareils mobiles, là, des ordinateurs, des laptops. Ça serait l'espèce de Windows de Google, essentiellement. Ce serait le Windows de Google. Fait que ça va être très drôle. La transition, quels appareils vont être supportés? Est-ce qu'il y a des gens qui vont rester avec un appareil Android pendant que les nouveaux appareils vont avoir aluminium? Est-ce que les vieux appareils, combien d'années vont devenir compatibles avec aluminium? Combien de temps Google va supporter les deux systèmes? Moi, ça m'excite un petit peu. Un gros changement comme ça, là, c'est comme un gros changement. Il y a du mouvement, parce que même chez Apple, on parle d'un Mac à écran tactile l'année prochaine et d'un rapprochement avec les OS mobiles. Donc, tout le monde veut standardiser, harmoniser leur plateforme parce que mobile et bureau sont de plus en plus desktop, je devrais dire, sont de plus en plus proches l'un de l'autre. Donc, c'est logique qu'on en vienne à ça. C'est ça, de développer 3 systèmes distincts, un pour les tablettes, un pour les téléphones, un pour les ordinateurs. Ça commence à être beaucoup de travail. J'assume qu'aujourd'hui, c'est des processeurs très similaires, avec des performances de plus en plus similaires. Alors, c'est peut-être ça qui se passe. Je sais pas ce qui se met à sonner. Mon téléphone, là, j'ai fait des achats. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je sais pas si tu l'entends. On a entendu un léger tintement il y a un instant, effectivement. Tu vois, tu n'aurais pas ce problème-là si tu avais des lunettes connectées dans lesquelles tu recevrais tes communications discrètement et doucement. Voilà. Tu as fait un lien. Et si j'en parle, écoute, je suis là pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a une nouvelle qui a été annoncée. En fait, on a vu ça passer cette semaine. Alibaba, le géant chinois, dont on parle très peu ici, mais qui reste quand même extrêmement important partout dans le monde, a présenté des lunettes intelligentes qui s'appellent les Quark. Et on s'en va jouer vraiment dans la taille des lunettes Ray-Ban de Meta, dans ce qui vont devenir les lunettes Android XR, là, qui s'appuient sur la plateforme de Google. Donc, Samsung va en avoir. J'imagine qu'il y a d'autres fabricants aussi qui ne me viennent pas à l'esprit. Peut-être Motorola, pourquoi pas. Bref, dans le cas des Quark, des lunettes d'Alibaba, on parle de lunettes qui vont être propulsées, elles aussi, par une IA générative embarquée. On parle de Qwen, dans son cas, que vous connaissez probablement si vous êtes du genre à télécharger des LLM dans votre propre petite application de IA pour la maison. Qwen, qui est une très bonne IA en passant, c'est pas, faut pas rigoler. Ils ont un outil extrêmement performant. Dans le cas d'Alibaba, par contre, on se distingue un peu. Vous savez, les lunettes Meta Ray-Ban sont axées sur l'écoute de musique, la discussion main libre, prendre des photos. Et c'est un peu plus ludique dans l'expérience et c'est un peu plus axé sur le divertissement. Chez Alibaba, on se dit, nous, on a une occasion en termes d'outils de productivité et de recherche d'informations. Donc, vraiment, pour interagir avec Qwen, avec une notion de comment je peux exécuter une tâche plus rapidement. L'outil vient, évidemment, les lunettes, si vous les avez vues, elles ont une drôle de forme parce qu'elles ont, le bout de la monture est un peu plus épaissi pour loger la quincaillerie, la batterie, ces choses-là. Il y a des caméras, il y a évidemment des micros et des haut-parleurs. Les lunettes pourraient reconnaître des objets visuellement, comme le fait déjà, le font les lunettes Ray-Ban, on s'entend. Pourraient analyser visuellement les documents pour les résumer, pourraient répondre à des questions en temps réel, comme le fait Meta AI aussi, et afficherait des réponses sur un écran intégré, parce que ça, c'est la grosse affaire, et Meta aussi a ça dans son horizon, ainsi qu'Android XR, mais un petit affichage dans une des deux lentilles permet d'afficher de l'information. Et là, plutôt que de répondre vocalement, Qwen pourrait afficher l'information visuellement dans le champ de vision de l'utilisateur. Ça fait réaliser qu'il se passe quelque chose en ce moment qui devrait être déterminant en 2026, c'est-à-dire que les lunettes de ce genre-là, les lunettes de réalité augmentée, risquent d'être la grosse affaire l'année prochaine. Oui. On va en parler. Je suis sûr qu'au CES, là, on va en voir dans à peu près tous les kiosques de marques connues, de marques moins connues, parce que là, c'est la grosse affaire et on sent qu'on arrive au point de bascule. Je ne dis pas que c'est une révolution, je dis que c'est juste que les constructeurs, les fabricants de gadgets vont avoir dans leur catalogue de plus en plus de ces gadgets-là. Évidemment, ça va discrétion de savoir si ça vaut la peine d'être acheté ou pas, mais l'offre s'en vient massivement l'année prochaine. D'ailleurs, c'est ce que Google promettait avec Android XR. Dit 2026, là, c'est sûr qu'au moins Samsung a quelque chose. Ils ont aussi un casque de réalité virtuelle basé là-dessus chez Samsung avec Google. Meta a déjà ses lunettes, 2 autres versions des lunettes Ray-Ban et Oakley qui s'en viennent. Et on parle d'Apple, peut-être à l'automne prochain, peut-être au début 2027, qui aurait ses propres lunettes plus légères, évidemment, que le Vision Pro. Déjà chez Apple, on le sait, les AirPods Pro, l'iPhone et le Vision Pro ont tous des petits éléments qui sont déjà orientés vers cette mobilité augmentée légère. Là. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Il y a Snap qui a présenté, qui va dévoiler. Là, j'ai déjà testé le teaser. Donc, Snap en 2026 annonce aussi ses lunettes de réalité augmentée. Je soupçonne que OnePlus sera pas en reste.
Écoute, j'imagine que la plupart des fabricants vont avoir leur offre. Snap, le problème, c'est qu'à chaque fois que je les vois, ça marche pas leur truc. J'ai hâte que ce soit convaincant et fonctionnel. Moi aussi. Mais à partir de là, effectivement, on risque de voir les spectacles de je sais pas combienième génération faire la C'est fou, hein? Quand tu parles de convergence, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai bien hâte de voir au CES parce que là, les intelligences artificielles commencent à être au point. Et les processeurs mobiles commencent à avoir la performance nécessaire pour rouler de façon locale et rapide, plutôt que d'être constamment connecté, d'avoir un délai de transmission, des services dans les nuages. Très, très hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être pas cette année, peut-être pas 2026, peut-être 2027, 2028. Ça risque de faire peur. Parlons de Plex. Est-ce que tu utilises Plex? On n'en parle pas souvent. De moins en moins, pour ne pas dire pas du tout, parce qu'il y a une version de Plex pour mon serveur maison qui est resté coincé dans une vieille génération et qui n'a pas été mise à jour depuis longtemps, donc je ne peux pas faire la mise à jour. Mais je l'aimais bien à une autre époque. Et là, malheureusement, elle ne fonctionne plus chez moi. Ouais. Plex, c'est un service qui permet de diffuser, de faire du streaming à distance. Tu mets tes vidéos de famille dans ton serveur Plex, qui peut être la musique, un serveur de la musique, et tu peux l'écouter à distance. Tu peux partager tes vidéos de famille. On parle pas évidemment ici de piratage, mais on peut partager à sa famille des vidéos qui peuvent écouter à distance. C'était une fonction qui était gratuite jusqu'à tout récemment. En mars, on a annoncé qu'on allait faire payer pour le streaming à distance. Le streaming local va rester gratuit. Mais moi, ça m'arrive, des fois, je charge des vidéos, je vais les regarder chez ma blonde et malheureusement, la musique, la même chose. Il va falloir payer. En ce moment, on va reparler du Vendredi fou. On n'en s'en sort pas. C'est peut-être une bonne occasion. Si vous faites beaucoup d'écoute à distance, les gens qui voyagent, les gens qui veulent partager du contenu avec des proches, vous avez la possibilité de payer 2,99 par mois ou 30 $ par année pour un service de base ou 8,99 par mois. Il y a une promotion en ce moment, 54 $ par année avec le Vendredi fou, 54 $ canadiens par année pour avoir une connexion à distance sur son serveur Plex. Moi, j'ai un petit B-Station. J'en ai parlé récemment. Je trouve que c'est super bien pensé. J'ai ça sur un bureau et puis je mets mes vidéos dedans. Je suis tenté. J'aime pas ça payer. C'est difficile. J'aime pas ça payer, mais ça permet d'avoir du streaming à distance, de regarder des vidéos, peu importe où tu es. Je trouve que c'est intéressant comme option. Jetez ça un coup d'œil si vous utilisez Plex. Vous pourriez être surpris la prochaine fois que vous l'utilisez. Ils vont dire, si vous êtes un client de Disney+ et que vous payez le plein forfait, il y a un spécial jusqu'au 1er décembre à 3,99 $ par mois pour 12 mois. Donc, l'économie, là, vous pourrez vous permettre de payer un abonnement à Plex. Et le truc, Alain, qu'il faut pas oublier, puisqu'on est dans les économies et payer moins, les forfaits qu'on renouvelle au prix du Vendredi fou, tombe l'an prochain, souvent, ils sont pas renouvelés au prix du Vendredi fou. Fait que vérifiez, moi, j'annule mon abonnement un peu avant et je le réactive avec le prix du Vendredi fou. Je me suis surpris, j'avais un abonnement pour un magazine qui était 5 $ par année. Je m'abonne, renouvellement, 35 $. Je suis comme, non, c'est pas ce que je veux. Depuis ce temps-là, je me désabonne, je me réabonne au prix promotionnel annuel. C'est triste, mais à un moment donné, quand les vieux clients payent plus que les nouveaux, là, je comprends pas. Je comprends qu'il faut attirer la clientèle, mais à un moment donné... c'est le renouvellement automatique parce qu'ils espèrent vous récupérer au plein prix sans que vous en rendiez compte et que ça soit facturé sur votre carte de crédit. Un peu à votre insu, peut-être, ou dans votre indifférence. Tu regardes pas, puis une fois que c'est payé, c'est difficile à annuler. Tu as déjà consommé le service. Malheureusement, c'est pas remboursable. Là, tu fais, pour 30 $, pour 35 $, je perdrai pas mon temps avec ça. Pour le magazine, j'avais été très déçu. Là. Tu fais comme, voyons, c'était 5 $ l'an passé, 35 $. Ah oui, mais monsieur, le renouvellement est automatique. Je désactive maintenant. J'annule tout de suite mon abonnement. Un des bons conseils pour payer moins chaque année. Désactiver systématiquement le renouvellement automatique. Une autre chose qui peut être faite, tu l'as dit, ce Vendredi fou, c'est d'appeler votre fournisseur de services Internet, services sans fil. Je sais pas, ceux qui ont la mémoire de ces choses-là vont s'en rappeler. Et les autres, je vais vous le rappeler moi-même. C'est qu'en 2018, notre bon gouvernement fédéral avait promis de faire baisser de 25 % la facture moyenne, le coût moyen des données mobiles au Canada sur 5 ans. En 2023, on s'est flatté la bédaine, on s'est targué d'avoir atteint cet objectif en calculant le coût du gigaoctet mobile moyen.
vendus par les fournisseurs au Canada. Et en 2025, ce qu'on réalise, c'est qu'il y avait une petite astérisque au bout de cette phrase-là parce que les forfaits ont explosé au courant de la dernière année et demie pour ne plus être offerts à raison de 5, 10, 15, 20 gigs. On parle de 100, 200 gigaoctets par mois pour des forfaits qui coûtent évidemment mensuellement plus cher. Et à ça s'ajoute effectivement la composante illimitée où souvent on vous rétrograde dans une version ralentie du réseau sans fil. Ben, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens consomment 90%, ne consomment pas 90% de leur forfait mobile. Donc, sur 200 gigaoctets. Écoute, j'ai regardé, j'ai un forfait familial ici, j'ai 850 gigaoctets de données mobiles par mois et on est rendu, là, le mois achève, parce que nous, c'est à peu près à ce moment-ci qu'on renouvelle, on est rendu, je pense, à 20 gigaoctets là-dessus. Donc, oui, il y a beaucoup de gaspillage. Il faut appeler, il faut demander. C'est sûr que dans l'application mobile, dans les options libre-service sur les sites web, tout ça, on vous offre les forfaits les plus rentables pour le fournisseur. C'est pas le forfait qui vaut le plus la peine d'être acheté qui sont offerts là. Donc, ça vaut la peine d'appeler, ça vaut la peine de jaser, de demander s'ils ont des forfaits loyauté, justement, pour les anciens clients qui veulent rester. De peut-être faire valoir que d'autres fournisseurs, des enseignes meilleur marché, ont des forfaits moins élevés, qui coûtent moins cher et qu'ils ont aussi des fonctions de report des données non utilisées au mois suivant. Donc, vous pouvez prendre un très petit forfait et quand même accumuler des données dans le temps. Ça vaut la peine, mais c'est évidemment pas offert par tout le monde. Donc, vérifiez votre consommation et appelez, vraiment. C'est le moment d'ici à Noël, là, où il y aura beaucoup de spéciaux. C'est le cyber lundi. Après ça, c'est le temps des fêtes. Après ça, c'est le Boxing Day. Il y a des conversations payantes qui peuvent être eues. C'est une drôle de conjugaison. Mais dans les prochains jours, prochaines semaines, n'hésitez pas, ça vaut la peine. Ouais, je l'ai fait hier. Le truc, là, c'est les gens demandent, oui, mais il faut que je cherche le numéro de téléphone. C'est 601. Prenez votre appareil mobile, 601, vous appelez. C'est portable. Et vous. Votre numéro de téléphone est portable. C'est ça. Et écoute, même la marque No Name, là, la marque de Provigo, là, que Bell récemment décidé de développer en version sans fil, existe et on peut porter son numéro de téléphone sur une SIM No Name quand même. Oui. Tout est possible. Ça vaut la peine. Soyez poli, soyez ferme, discutez avec le service de satisfaction. Souvent, il y a 2 niveaux. Fait que là, il faut que tu penses le premier niveau, puis tu as le service de rétention. Puis là, eux autres, ils peuvent t'offrir des trucs le fun. Puis souvent, des rabais à vie, c'est la mode. Profitez-en. AirDrop, quelque chose qui m'a fait tomber les bras, à défaut de faire tomber de l'air. AirDrop avec les téléphones Android. Google qui a annoncé une façon de transmettre des fichiers en utilisant AirDrop de son téléphone Android. Des pixels, des téléphones pixels. Des pixels pour l'instant. Il semble que c'est sécuritaire, c'est pas un piratage, c'est pas quelque chose qui est pas officiel, c'est Google qui l'annonce en déjà là disant on a fait des tests, c'est sécuritaire et tout. La fonction Quick Share des téléphones Google Pixel 10 pour l'instant sont compatibles avec AirDrop. Je ne l'ai pas essayé, mais je compte le faire parce que c'est une fonction qui est un peu la muraille bien fermée, la belle, le système d'exploitation d'Apple qui est très fermé avec le Quick Share Android compatible avec AirDrop. Je trouve ça assez génial. Un beau pas vers l'interopérabilité. Qui vient de Google, on le signale. C'est pas Apple qui a fait, hey, on rend ça, on jase avec vous, Google, on veut que tout le monde parle entre eux. Non. C'est Google qui l'a fait. Je touche du bois que d'autres appareils puissent recevoir cette option-là. Ce serait c'est un beau petit message. Apple n'a pas réagi, j'ai pas vu de réaction. Apple a dit, il y a été question de bloquer cette fonction-là. Oui, c'est certains qui vont dire, non, parce que c'est certainement un avantage compétitif. Ben oui. Je vais dire ceci, et prenons-les au mot. S'ils bloquent pour des raisons de sécurité leur protocole, ce serait le fun qu'ils nous expliquent pourquoi. Ben oui, parce que ça veut dire qu'il n'était pas sécuritaire. Apple se défend toujours dans son fameux écosystème de jardins protégés. Là, pour la sécurité. En disant que nous sommes ouverts à ce que nos protocoles deviennent des standards s'ils sont adoptés tels quels par les autres fabricants. Donc, ça valait pour Lightning à l'époque. Oui. Ça vaut pour AirDrop et plein d'autres trucs. Donc là, c'est de les prendre au mot. Est-ce que si c'est aussi sécuritaire que leur protocole, ils vont respecter cette ouverture-là? Oui. Mais si le protocole est adopté à la lettre, il doit y avoir des clauses qui font que ce n'est compatible que sur notre processeur, c'est compatible qu'avec notre système d'adressage de mémoire, et donc c'est difficile à porter sur un autre système si c'est absolument tel quel.
Il n'y a aucune raison pour laquelle les chats entre appareils Apple ne soient pas compatibles avec tout le monde. iMessage devrait être universel comme standard, comme Steve Jobs l'avait dit lors de la présentation. Mais non, on garde ça entre appareils Apple parce que c'est un avantage concurrentiel. Ça me fait toujours de la peine. On aime ça, l'interopérabilité. Va falloir les suivre, effectivement. Alors, on va parler d'un truc qui va, encore une fois, ne pas rajeunir tout le monde. Si vous vous rappelez, c'est quoi le CanCon? Les gens qui, comme nous, là, sont de la génération peut-être des X et un peu des millennials, mais probablement pas. Mais le CanCon, c'est un truc qui détermine depuis des années ce qui joue à la radio en termes de musique. Et ce qui se passe au cinéma en termes de films. Mais pas vraiment, mais ce qui est financé essentiellement dans les programmes d'aide aux industries culturelles par le gouvernement fédéral, c'est régi par le CRTC. Et là, on se posait la question, mais les contenus qui sont générés par l'intelligence artificielle, peuvent-ils être qualifiés de contenus canadiens? CanCon, Canadian Content, et donc avoir droit à la pleine compensation, le plein financement des programmes fédéraux. Ben, la CRTC a dit « Wow, minute, champion! » Pour qu'une œuvre soit certifiée là, canadienne, le scénariste, le réalisateur, bref, il doit avoir un humain qui est là dans la chaîne, et cet humain-là doit avoir un rôle significatif, donc pas juste un faire-valoir. Ce qui est un peu absurde, c'est qu'on est rendu là dans la conversation. C'est une drôle de phrase de dire, pour être financé, il faut qu'il y ait un humain dans ton produit culturel. Moi, ça me flabbergaste que des gens qui vont faire un truc avec une IA qui va leur coûter 50 $ au lieu de 50 000, par exemple, vont demander ce plein financement-là de 50 000 $. Ils vont se le mettre direct dans les poches. Si vous demandez pourquoi, après ça, il y a certains producteurs de contenu qui génèrent du cynisme, qui produisent du cynisme, ben, c'est un peu ça. C'est comme, à un moment donné, il faut être authentique, il faut être intégral. La définition de programme canadien a été mise à jour pour inclure des nouveaux postes créatifs, showrunner, responsable des effets spéciaux, certains costumiers, entre autres choses. Mais ça doit être tenu par des personnes réelles. Donc, de dire, hey, j'ai produit un film et tous ces gens-là sont habillés par une IA, parce qu'on peut effectivement faire de la post-production et je pourrais, par exemple, avoir l'air d'un extraterrestre sans aucun effort technique concret. Ben, ça serait pas considéré comme une tâche dans un contenu canadien. Cela dit, on peut utiliser l'IA comme outil. Il faut juste pas que ce soit l'auteur, le créateur du contenu. On pourrait assister à la production, par exemple, pour accélérer l'écriture, le montage, des effets spéciaux très spécifiques. Mais ça ne peut pas remplacer un humain. Je pense que ça a du sens. Pour une fois, le CRTC prend une décision assez rapidement et assez conséquente. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça, parce qu'on en entend beaucoup dans la production radio. C'est quoi le mot après? En tout cas, télévisuel, pour la radio aussi, pour les médias canadiens, parce que plusieurs souffrent, la presse écrite aussi, du fait on tarde du côté du CRTC à appliquer ou en tout cas à réagir à tous ces changements qui surviennent. Pourtant, il y a des choses assez simples. Basées sur cette définition-là, on pourrait aussi vraiment écarter du financement public et de la concurrence avec les médias canadiens, plein de sources, plein de contenus étrangers qui déséquilibrent un peu le plateau en ce moment. Mais c'est une conversation à avoir dans un contexte qui n'est pas le nôtre, parce que nous, on est une balado techno grand public, on n'est pas un outil de politique publique. Mais ça nous prendrait plus d'humains sur la ligne, exactement. À propos de quoi, on va prendre une courte pause, Pascal, et on va attendre notre invité de TELUS qui est avec nous dans un instant. As-tu un problème de câble? Il me semble qu'il y a des affaires qui dépassent de ta main. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te le montre après ou je te le montre tout de suite. Écoute, c'est très drôle. J'ai des câbles USB-C. Tu voulais partir à la pause. On part à la pause, je t'en parle après. Façon de classer mes câbles USB. Ouais, faites du ménage et on en revient tantôt. On en reparlera dans le troisième segment. C'est un bon moment pour en parler. Restez avec nous. On va parler de IA souveraine dans une seconde. À une tasse de thé. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est ce moment de l'émission où on parle des vraies affaires, Pascal. Ça fait un petit bout de temps, ça fait au moins 8 mois, sinon 8 ans, parce qu'on en parlait déjà avant, mais c'est plus présent dans l'actualité depuis quelques mois, là, cette notion des technologies souveraines, souveraineté numérique, souveraineté des données, et évidemment, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de questions aussi d'IA souveraine. Donc, où sont hébergées les données?
où sont prises où sont faits les calculs algorithmiques, je devrais dire. Et évidemment, les fournisseurs canadiens ont des solutions. Pour ça, TELUS a récemment investi beaucoup dans ses installations à Rimouski pour créer un centre de données, un centre d'IA souverain. Ils ont aussi des installations à Kamloops dans le même genre. Et ils ont récemment obtenu un titre, un prix, une remarque, une distinction dont on va parler dans un instant, qui est quand même assez le fun. Puis je vais laisser notre invité en parler, Nazim Benadid, qui est chef des technologies pour TELUS. Bonjour, Nazim. Bonjour, messieurs. Il y a quelque chose de particulier avec vos centres d'IA, là. Ils vont vite, si je comprends bien. Oui, on est assez fiers du fait qu'on a été officiellement reconnu par la prestigieuse liste Top 500 qui mesure la vitesse d'exécution des superordinateurs dans le monde comme étant le plus rapide et le plus puissant au Canada, 78e au monde. Quand même. C'est la première fois qu'un fournisseur de télécommunications canadien est là-dessus. Puis moi, je trouve que c'est une belle reconnaissance pour le savoir-faire technologique canadien, québécois, rimouskois, même jusqu'à un certain point. Puis que, oui. Dans un monde où effectivement la souveraineté est de plus en plus importante, on veut s'assurer qu'on puisse être en même temps souverain et performant pour le traitement de données. C'est un détail important dans la mesure où les gens vont se dire, hey, c'est à Rimouski, c'est loin des grands centres, mais c'est pas applicable nécessairement quand on a les bonnes connexions, si je comprends bien. Oui, absolument. Rimouski, c'est un centre très, très important pour TELUS au Québec et au Canada. On y déploie notre infrastructure technologique la plus moderne. C'est un endroit qui est connecté par fibre et transport optique hyper moderne avec plusieurs liens. Donc, c'est très fiable. On a, la densité du talent technologique sur place est élevée. On est présent à Rimouski depuis plus que 100 ans, ou presque 100 ans. On a un très, très bon climat qui permet d'avoir des centres de données qui sont efficaces du point de vue énergétique. Puis, l'énergie sur place avec Hydro-Québec est énergie verte, on va dire, renouvelable, puis très, très bonne qualité. Donc, c'est un centre qui est très important pour nous. J'allais demander, parce que le centre, tel quel l'établissement était déjà existant, de mémoire, c'est un centre de données que vous avez reconverti. Qu'est-ce que ça signifie? Vous mettez des processeurs NVIDIA. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour que ça devienne spécialisé en IA? Effectivement, c'est un centre quand même qui est relativement récent, très, très moderne, puis dans lequel on ajoute à notre offre précédente, qui était de l'offre d'info nuagique souveraine au Canada, on rajoute des GPU d'NVIDIA, leurs GPU les plus modernes, on va dire, qui nous permettent d'offrir les mêmes puissances de traitement qu'habituellement on allait chercher dans d'autres juridictions et d'autres pays, on va dire. Est-ce que vous pouvez quantifier la puissance totale du centre que vous avez à Rimouski? Oui, justement, Top 500, ils ont fait ça, là, ils ont quantifié ça. Donc, eux, ils font un calcul en roulant des équations linéaires. Ils quantifient ça à 22,7 pétaflop. Donc, un flop, c'est opération en virgule flottante par seconde. Ce que ça veut dire, c'est que si on pouvait faire un calcul par seconde, ça prendrait 720 millions d'années pour faire l'ensemble de calculs que ce superordinateur peut faire en une seconde. Wow! C'est quand même pas rien. Il y a évidemment deux composants dans cette conversation-là, la partie IA et la partie souveraine. La partie IA, évidemment, on voit l'intérêt parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez, chez TELUS, nous dire peut-être l'autre point de vue ou le point de vue inverse? La demande, est-ce qu'elle est là? Est-ce que les entreprises ont besoin de ces outils-là? Est-ce qu'il y a une demande concrète? Hey, on veut vraiment aller chez vous pour ça? Oui, effectivement, surtout qu'on est le premier centre qui est en service. Donc, on prend des clients tout de suite. Il y a un gros effet d'annonce à propos des centres d'intelligence artificielle, en particulier au Canada, parce qu'on a beaucoup d'avantages qui sont un peu les mêmes que ceux dont je parlais pour Rimouski. Donc, on a énormément de talent. Quand on regarde les pairs de l'intelligence artificielle, 2 sur 3 sont canadiens. C'est vrai. Les universités canadiennes sont très, très fortes en intelligence artificielle, produisent énormément d'ingénieurs dans ce domaine-là. On a de l'énergie, que ce soit l'énergie verte et renouvelable qu'on peut trouver en Colombie-Britannique et au Québec, mais également tout ce qui est généré à partir de gaz naturel en Alberta. Puis on a un climat qui fait que les avantages de nos inconvénients, un hiver froid, ça fait en sorte qu'on peut utiliser du refroidissement
à air ambiant pendant une partie de l'année. Donc, il y a tous ces avantages-là qui font que ça fait du sens de faire des centres de données d'intelligence artificielle au Canada. Au-delà de ça, la notion de souveraineté. Donc, il y a un ensemble de données qui se retrouvent à être particulièrement sensibles. On peut penser à données médicales, on peut penser à tout ce qui est propriété intellectuelle, des algorithmes particuliers qu'on veut garder proches de nous, dans un environnement qu'on contrôle, et puis surtout la juridiction réglementaire, légale, sous laquelle ces données sont couvertes. C'est important pour les Canadiens, puis une partie des entreprises et des chercheurs canadiens, d'être dans une juridiction qui contrôle, où les lois sont votées par des gens pour lesquels nous on vote. Puis quand on a commencé nos activités par rapport à ça, il y a plus d'1 an, personne ne parlait vraiment de souveraineté de données. Aujourd'hui, dans tous les pays, on en parle. Moi, j'en parlais en tout cas. Je ne peux pas m'empêcher de le signaler. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est très récent dans l'actualité. Oui, mais c'est totalement pertinent parce que la géopolitique mondiale fait en sorte que tous les pays pensaient souveraineté avec les facteurs classiques de souveraineté, l'armée, les frontières, le transport, les télécommunications, ainsi de suite. Mais la souveraineté numérique, c'était quelque chose peut-être auquel on faisait moins attention parce qu'on avait peut-être plus confiance généralement dans les systèmes législatifs, la force des démocraties des pays dans lesquels on hébergeait nos données. Fait qu'aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas à la merci d'un changement de législation? On regarde aux États-Unis tout ce qui est Cloud Act, Patriot Act. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Canadiens? Est-ce que nos intérêts sont représentés dans d'autres juridictions aussi bien qu'elles seraient représentées par nous? Fait que les clients qu'on voit venir vers nous, c'est des clients qui ont vraiment à cœur la confidentialité de leurs données, puis qui veulent s'assurer que vraiment ça soit à l'intérieur d'un cadre qu'ils comprennent, qu'ils contrôlent, puis sur lequel ils ont de l'influence. J'allais demander, parce que là, on parle, j'imagine, de grandes entreprises, entre autres. Je ne sais pas qui sont les gens, les entreprises, les organisations que vous ciblez, parce qu'on peut parler des startups, on a besoin d'hébergement d'IA, des gouvernements. Celui du Québec aurait probablement besoin de plus que juste l'hébergement. Il y a des conseils aussi sur comment déployer de la technologie, mais là, ça, c'est une autre conversation. Est-ce que vous ciblez le marché en général ou s'il y a une clientèle plus ciblée que ça chez vous pour ces centres-là? Nous, on est ouvert à tous, mais c'est sûr que des startups, des chercheurs, tout ce qui est recherche, les différents paliers de gouvernement n'ont pas la même lecture sur la sensibilité de chacune des données. Fait qu'il y a des domaines en particulier, comme je disais, tout ce qui est santé, données personnelles qui ont rapport avec la santé, c'est sûr, défense, les données personnelles des Canadiens dont les gouvernements sont responsables de l'intégrité en tout temps, c'est des choses qu'on va venir. C'est sûr que un courriel personnel de quelqu'un, peut-être que la personne n'aura pas la même relation par rapport à ça, mais si je suis une start-up, que j'ai des données de propriété intellectuelle qui sont très, très particulières, puis je veux m'assurer qu'elles soient dans une législation sur laquelle j'ai le contrôle, je vais être beaucoup, beaucoup plus intéressé par un centre de données souverain, on va dire. J'aurais une question sur les applications d'IA, peut-être en 2 temps, en lien avec la souveraineté. Est-ce que vous fournissez des outils d'IA? Est-ce qu'il y a déjà des LLM, par exemple, des modèles de langage qui sont installés, ou est-ce qu'il faut fournir? Comment on arrive? Est-ce qu'il faut arriver tout équipé? Ou Par exemple, ça fait plus que 2 ans, on a lancé un produit qu'on appelle FuelIX qui permet d'avoir à l'intérieur d'un environnement complètement contrôlé les LLM que vous voulez, et avec l'assurance que toutes les données vont rester à l'intérieur de votre environnement. Donc, ça permet d'utiliser un LLM parce qu'il y a énormément de compétition dans les LLM. Aujourd'hui, le plus performant, c'est celui-ci. Demain, c'est l'autre. Puis, je pense que c'est pas forcément nécessaire de se dire, OK, lequel je développe ou lequel j'utilise. Donc, sur notre plateforme, on a accès à tous les LLM connus, qu'ils soient open source ou pas. Mais la différence, c'est que les données vont rester à l'intérieur de votre environnement. Fait qu'on a des clients qui ont ça puis qui veulent en plus ajouter la couche d'infrastructure souveraine vis-à-vis de ça, donc qui sont des clients de FuelIX et qui rajoutent l'aspect souveraineté hosted plutôt que d'avoir ça dans leur propre environnement. Et puis, on a également des clients qui développent des applications qui sont les leurs.
avec leur propriété intellectuelle, leur machine learning algorithm et ainsi de suite, qui cherchent un environnement, une infrastructure qui est 100% souveraine. Pascal, tu as l'air d'avoir un point d'interrogation au niveau du visage, non, mais dans je le regard. regarde les autres, c'est parce que je regarde la liste des 500 super serveurs. Ça commence par un serveur américain qui s'appelle le El Capitan. Puis là, je dis ça, Nazim, j'imagine que vous avez les yeux qui pétillent, qui ont, écoute, 1809 pétaflops. Il y a beaucoup de centres comme ça qui sont pour de la recherche, de la météo, des centres de recherche nucléaire, des trucs comme ça pour des grosses simulations. Je comprends que chez TELUS, on peut utiliser vos serveurs pour les calculs qu'on désire. Pour des entreprises qui auraient des grosses quantités de données à analyser, peuvent vous contacter, vous leur prêter de la puissance de calcul de cet appareil-là. Et c'est pas associé directement à un centre de recherche. C'est pas un outil qui est spécialisé pour un usage très, très pointu. Les services, je sais que les FBI et compagnie ont tous des super centres comme ça pour le décodage, traitement des données. Vous, c'est un centre qui est ouvert, qui est public. Oui. Et je vois que vous êtes basé sur Ubuntu en plus. Les amateurs de systèmes libres vont avoir du plaisir. C'est fou. Effectivement, c'est multi-usagé, avec une tarification horaire, on va dire. Et puis, c'est sûr que quand on regarde entre le premier et le dernier dans les 500, il y a un ordre de magnitude entre les deux. Mais la manière dont on regarde ça, c'est que nous, nos centres de données sont modulaires. Ça, c'est le premier module. On a lancé à Rimouski. On a la capacité de l'augmenter au fur et à mesure que la demande va augmenter. On a également le centre à Kamloops, pour lequel on n'a pas donné de date de lancement, mais qui est en progrès. Puis on a également d'autres conversations, d'autres partenariats pour lancer d'autres centres au fur et à mesure que la demande augmente, on va dire. Il y a une volonté qui a été énoncée il n'y a pas tellement longtemps. En fait, je dirais, on flip-flop, là, pour pas le dire autrement, au niveau du gouvernement provincial sur la place des centres de données au Québec. Est-ce que l'ouverture récente du gouvernement pour accueillir davantage de centres, est-ce que pour vous, c'est perçu comme une façon de faciliter l'agrandissement de ce que vous avez déjà? Oui et non, dans le ssens que, vu que notre centre est plus ancien, on a déjà les infrastructures dont on a besoin, on a suffisamment d'électricité pour voir venir, mais je trouvais que la position était intéressante dans le cadre d'une course mondiale vers l'intelligence artificielle, parce que oui, l'infrastructure, puis je trouve que Evan Salomon, le ministre fédéral, présente ça bien également, l'infrastructure, c'est la base de l'industrie d'intelligence artificielle. De la même manière qu'on parle d'industrialisation, on dit dans l'industrialisation, le design est important, mais la fabrication est importante également. On peut faire le même genre de parallèle pour tout ce qui est intelligence artificielle. Puis moi, je trouve, comme je disais, que le Canada est très, très bien positionné pour un certain nombre d'avantages compétitifs, le talent, le climat, l'énergie, et ainsi de suite. Mais on est également bien positionné à cause du fait que si on regarde une map d'une manière différente, on est entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis. C'est vrai. Une juridiction qui est crédible. On a des règles parlementaires qui sont crédibles, on a quand même un processus consultatif qui est solide. Puis ça donne de la confiance à nos partenaires étrangers pour se dire, si on cherche une juridiction dans le monde qui a beaucoup, beaucoup d'avantages, le Canada remonte à la surface, je trouve, parce que les gouvernements font preuve, en tout cas dans le langage, d'une volonté politique d'investir dans l'infrastructure. Si, en plus, parce qu'on en parle aussi au niveau fédéral, effectivement, la composante souveraine est quand même assez cruciale, de dire on peut développer, parce que c'est de l'infrastructure nécessairement, mais c'est l'infrastructure qui, en plus, peut être de propriété canadienne. Je pense que tout le monde y gagne. Exactement. Puis si je me mets... il y a beaucoup, beaucoup de pays qui investissent dans l'infrastructure, mais il n'y a pas beaucoup de pays qui ont les mêmes avantages compétitifs que nous. Et qu'éventuellement, la loi économique, la logique économique va dire que, ils vont se poser la question, si on ne fait pas notre infrastructure souveraine sur notre territoire, quel autre territoire peut nous apporter le même genre d'avantages? Quel autre territoire peut nous apporter la confiance
par rapport à l'accès à nos données et ainsi de suite. Puis je trouve que le Québec et le Canada, en fait, sont très bien positionnés pour ça. Oui, puis on commence à avoir, comme vous le démontrez très bien chez TELUS, on commence à avoir des centres justement qui sont prêts à accueillir la demande et qui sont autrement plus faciles à gérer que ce qui se prépare au Texas. Je ne peux pas imaginer comment on refroidit un centre de données au Texas. Ça doit être ahurissant l'énergie nécessaire. Oui, c'est ça. La perte d'énergie est hallucinante. Nous, c'est quelque chose dont on est assez fiers. Notre centre de données à Rimouski utilise de l'électricité pour le refroidissement uniquement 40 heures par année. Tout le reste du temps, c'est du refroidissement à l'air. On est à peu près 3 fois plus efficace que la moyenne des centres de données qui existent. Puis, les prochains modules qu'on va construire vont être de plus en plus efficaces également parce que les technologies évoluent. On développe un savoir-faire local pour la construction de ces infrastructures, pour la gestion de ces infrastructures. Puis, moi, il y a beaucoup de propriété intellectuelle en IA qui est née au Canada, qui a été aux États-Unis parce que les infrastructures étaient aux États-Unis, puis qui ensuite sont devenues des compagnies mondiales. Moi, je suis très optimiste de voir des compagnies canadiennes, des startups canadiennes qui vont servir des marchés mondiaux à partir du Canada, ou des compagnies étrangères qui, au lieu d'aller aux États-Unis, vont venir au Canada pour essaimer. Oui. Il y en a quelques-unes déjà au Québec aussi qui font dans l'optimisation énergétique pour les centres comme les vôtres, entre autres. Et ça va jusque dans le quantique. Là, évidemment, on parle du futur, mais ça va être intéressant de voir ça évoluer. Là. Les deux vont ensemble. Quand on regarde l'évolution de notre infrastructure d'interconnexion, il y a vraiment 2 choses qui informent les décisions qu'on fait. Premièrement, c'est la rampe de lancement pour l'intelligence artificielle. Puis deuxièmement, c'est la compatibilité avec tout ce qui est technologie quantique. Puis on pense, en tout cas dans les prochaines 3 à 5 ans, ça va devenir quelque chose qui est de plus en plus important, particulièrement dans tout ce qui est cryptographie. Donc on sait que dans les 10 dernières années, on va dire, il y a eu énormément d'intrusions de sécurité qui sont causées par des agences qui appartiennent à des États, des États qui sont... Ils ne sont pas nécessairement nos amis. Nos amis, on va dire ça comme ça. Que même si une partie du trafic était encryptée, leur stratégie, c'est de dire on va l'extraire parce qu'éventuellement, on va être capable de le décrypter. Oh, wow. Oui, c'est un bon point, ça. Ouais. On commence à avoir de plus en plus de discussions. On a lancé des produits, par exemple, qui sont Quantum Safe la semaine dernière, des VPN qui sont Quantum Safe. Puis, il y a énormément de conversations autour de comment rendre les infrastructures complètement connectées par des liens qui sont protégés par des réseaux quantiques, par des clés d'encryption quantique, parce que les guerres de nouvelle génération, ça ne va pas forcément être de l'artillerie lourde comme on voit en Russie ou en Ukraine. Ça va être beaucoup de la guerre électronique, puis ça va être beaucoup viser les infrastructures d'énergie et ainsi de suite. Puis les réseaux de télécommunications, on est au cœur de tout ça, puis on permet de protéger toutes ces entreprises et gouvernements et ainsi de suite. Une guerre informationnelle qui se transporte déjà dans le quantique. Mon cerveau vient littéralement d'exploser. C'est ahurissant comme ça. C'est fascinant. Nazim Benadid, chef des technologies pour TELUS. Merci de nous avoir dressé le portrait de l'importance d'une IA souveraine parce que ça avait l'air de rien au début. Puis là, de coup, pouf, on est rendu dans les guerres géopolitiques du futur. Donc, je pense que c'est quand même assez crucial de comprendre ça se situe dans le monde, cette technologie-là. Donc, merci encore d'avoir expliqué tout ça avec nous à la balado. Merci, c'est un plaisir d'avoir passé un moment avec vous. Bye. Pareillement. Nous, on prend une très courte pause et on revient avec la fin de l'émission. Restez avec nous à Une tasse de tech. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. C'est le moment où on parle de gadgets et où Pascal vous dit enfin ce qu'il voulait nous dire tantôt à propos de ces 3 câbles. Tu ignores vraiment de quoi il est question. Tu sais, des fois, il y a des petites choses qui font ton bonheur, Alain. Puis pendant le temps des fêtes, il y a peut-être des gens qui ont du temps, qui vont avoir des congés, et ainsi de suite. Et c'est pour moi l'occasion. Déjà, je commence à préparer mon temps des fêtes. J'ai commencé à identifier mes câbles USB. Tu sais, tu as maintenant des câbles USB-C à USB-C, des câbles USB à USB tout court, tu as toutes sortes de câbles qui alimentent, des câbles pour la...
Ben là, tu t'es mis sur la sourdine, mon cher ami. Il va falloir que tu te désourdinises si tu veux continuer cette conversation-là. J'ai acheté des câbles thermorétrécissants à la boutique. Ah oui, les fameux... c'est un tube qui ressemble à ça. Comme on dit en bon français, il te ratatine à la chaleur. Et c'est des shrink tubes, je pense, en anglais. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. T'en as de différentes tailles. J'ai pris celui de 12 mm, un demi-pouce, il suffit d'enfiler un bout du tube autour de la base de son câble USB, prendre un séchoir à cheveux. Moi, j'en ai emprunté un parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Toi, tu dois en avoir chez toi, c'est sûr. Mais avec un peu de chaleur, le tube rétrécit et se moule assez parfaitement autour du câble USB. Ça permet de les identifier clairement. Bleu, pour moi, ça va être USB à USB-C. Jaune, c'est USB-C à USB-C. Et ceux qui ont deux couleurs, celui-ci, ça va être qu'il y a de la vidéo dedans. Puis j'ai le rouge, qui est pour ceux qui ont du Power PD, Power Distribution. Power Distribution, qui permet de dire... Fait que là, je me tromperai plus. Ça va être facile de trouver mes câbles dans une boîte. Pratique. Quand tu as plusieurs câbles qui sont épars sur un comptoir, tu peux tout de suite trouver lequel. Tube thermorétrécissant, ça coûte quelques dollars. Je pense que c'est 3 $ pour 3 mètres. C'est assez ridicule. C'est pratique pour les bidouilleurs qui veulent rabouter des câbles aussi. Parce Exactement. que c'est une façon d'isoler. C'est comme une gaine que vous pouvez ajouter à n'importe quoi, effectivement. Et t'en as de différentes tailles. J'ai parlé de 12 mm. C'est pour les câbles USB tout court. Si vous avez des câbles USB-C, je pense que j'aurais pu prendre un petit peu plus petit pour que ça thermorétrécisse plus... Ça, c'est un verbe peu utilisé, là. Oui, je sais, mais je trouve ça cool. En tout cas, je glisse ça, je l'ai mentionné dans mon site web. Est-ce que tout ça se branche dans ta batterie Blue Yeti Elite 10? C'est ça qu'on veut savoir. C'est le lien excellent que j'attendais. C'est une petite batterie d'appoint. C'est la compagnie Blue Yeti. On en a déjà parlé à quelques reprises. Oui. Tu as parlé de leur grosse batterie, leur petite batterie. Ils ont des moyennes batteries. Ils ont maintenant la petite batterie bébé, la Blue Yeti Elite 10, qui a 40 000 mAh. Donc, permet de recharger... Donc, 40 ampères-heure. Non, c'est le 128 Wh, 200 watts de puissance maximale qui a un boost jusqu'à 200. Mais la capacité, la puissance, c'est 40 000 Wh, 40 000 mAh, donc tu as la capacité. 40 000 mAh, c'est 40 ampères, en fait. C'est pas plus grave. C'est du calcul. Attends un peu, c'est mAh. Donc, c'est le stock. Ouais. Écoute, c'est 5300 pour un téléphone, 5000 pour certains téléphones, tu peux charger. Écoute, le wattage, c'est la puissance. Le wattheure, c'est la capacité. Tu peux aller comme ça. Mais là, c'est milliampères. MAH, c'est quoi? Oui, milliampères-heure. C'est juste que 1000 milliampères, c'est 1 ampère. Fait 40 000 milliampères, c'est 40 ampères. Ah, écoute, il y a des... C'est juste des maths. J'ai juste éliminé quelques zéros. Je le sais. J'ai suivi un cours d'électronique, Alain. On va regarder, mais quand on veut voir la capacité totale d'une pile... Écoute, on a ça dans la pile, on peut charger plusieurs fois son téléphone, plusieurs fois. Tu valides, tu es en train de chercher sur ChatGPT. On va chercher parce que honnêtement, les ampères, c'est le voltage par le wattage de mémoire. Exactement. Mais donc, si tu as 200 watts... Si tu veux mesurer la quantité d'énergie qu'il y a dedans, Écoute, les gens doivent être en train de nous écouter et de dire, ils devraient vérifier avant. Grosso modo, tu as la possibilité de charger des appareils jusqu'à 6 appareils. Tu as 4 ports USB, 2 ports USB réguliers, 2 ports USB-C. Tu as la possibilité de charger avec une prise secteur. Donc, tu peux alimenter un petit appareil électronique. Un laptop, par exemple, tu peux le brancher directement s'il ne se branche pas avec un port USB-C, avec un fil PD, Power Distribution. Tu peux charger avec une prise 12 volts, prise 12 volts de voiture. Les fameux allumes-cigares, oui, de voiture. On dit plus ça maintenant, mais c'était ça. Non, c'est politically incorrect. Et des panneaux solaires aussi. Blue Yeti fait des panneaux solaires. Et en ce moment, je regardais dans le Black Friday, il y en a à partir de 130, 160 $. Vraiment pas cher, je trouve, pour un truc, là, si vous allez en camping, si vous êtes à l'extérieur, vous voulez pas avoir à chercher de prise d'alimentation déroulée et avoir de l'énergie verte, vous pouvez. Puis c'est pas très gros. Le panneau 60 watts qu'ils offrent. Si jamais vous avez envie, c'est à partir de 160 $ avec le Black Friday. Pas trop cher, compact et il y a une lampe de poche dedans. Ça, c'est cool comme option. Pratique.
Donc, tu peux t'en servir, lampe de poche, un éclairage, tout simplement, qui peut être activé pendant jusqu'à 50 heures. Donc, tu as une panne d'électricité, tu peux t'éclairer longtemps, en plus d'alimenter, recharger tes téléphones, et ainsi de suite. Et l'autre truc que je trouve pas pire, les gens vont dire, ouais, mais ça, tu t'en sers jamais. Tu peux t'en servir comme UPS, comme Uninterruptible Power Supply. Oui, mais faut juste vérifier parce que vous pouvez le faire, c'est un petit peu risqué parce que c'est pas certifié CSA, qui est la norme de certification canadienne. Bon point, j'avais pas ça. C'est un temps de réaction de 10 millisecondes, fait que ça devrait, sans coupure, permettre... Mais ça marche, absolument. C'est ça. C'est entièrement ça, c'est vrai, ça marche. marche. Dans ton secteur, tu branches ton appareil dedans, et ça va permettre de passer au travers si le courant est instable. Des fois, tu as des génératrices aussi. Des fois, tu alimentes ça dans des endroits où l'électricité fluctue. Ça va régulariser ton courant pour toi. Ça fait une couche de protection. Ça va rendre l'appareil encore plus utile. Je trouve ça intéressant. Merci d'avoir mentionné l'absence de certification CSA. Oui, ça aussi, c'est une autre conversation à avoir un autre tantôt quand on filera plus Intello, mais il y a une guerre internationale sur la normalisation, la création de standards, et on peut aller jusqu'à ISO, là, que la Chine challenge constamment. Les normes qui sont créées aux États-Unis par UL, les fameuses normes UL, et chez nous, CSA sont challengées par les compagnies chinoises, et Blue Yeti est une marque sous couvert de branding international, est quand même une compagnie chinoise. Donc, faut faire attention. Ça veut dire que l'appareil fonctionne, mais n'est pas certifié. Comme c'est juste une pile d'appoint, c'est pas une grosse affaire, là. Mais si vous achetez l'équivalent d'une génératrice entière et que là, vous vous dites, bon, ben, si ça marche pendant une panne puis qu'il y a un feu, peut-être que votre assureur sera pas content et ça peut se compliquer rendu là. Si vous faites installer un machin par un électricien, ça se peut qu'un maître électricien certifié par la Corporation québécoise ne veuille pas le faire parce que c'est pas certifié. Bref, il y a une grosse conversation à avoir après ça. Mais de base, l'appareil, pour ce que je connais de Blue Yeti, fonctionne très bien. Ouais, c'est super. Et j'ai regardé, Alain, j'ai cherché pendant que tu me parlais. Parle-nous de ça. La capacité d'une batterie en milliampères-heure, MA majuscule H, mesure la quantité d'énergie qu'elle peut stocker et fournir. Ben que j'étais pas dans les patates, Alain. Ben absolument pas. C'est pas du tout de ça dont on parlait. Ce que je disais, c'est que 40 000 milliampères, c'est 40 ampères. C'est comme dire 40 mètres, c'est 40 000 millimètres. C'est ça, mais si tu utilises moins d'ampères, t'es correct. C'est on s'en reparle. On se pognera après. On s'attend à la... on dit la même chose. Exact. Merci Pascal. Je vais faire un virage dans une autre direction pour vous parler de ce qui est présenté comme les AirPods Pro québécois. Hein, ça, c'était mon tag pour vous accrocher. Il est question des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires SG Oasis d'une marque québécoise qui s'appelle Sounds Good. C'est une marque québécoise. Ils font fabriquer leurs appareils en Chine. Oui. Mais les gens qui achètent ça, premièrement, je pense qu'on peut se les procurer seulement chez Tanguy, la chaîne québécoise. Avant, ils vendaient chez Amazon, mais ils ont arrêté. C'est sûr qu'on peut acheter aussi sur leur site web. Le composant québécois est quand même assez important parce que ce sont des gens du Québec qui travaillent dans cette compagnie-là. Ils ont des fournisseurs à l'étranger. Je vous mets au défi de savoir qui fait des écouteurs qui ne sont pas faits en Asie. Hein? Les AirPods sont pas exactement faits en Iowa. Bose non plus. Et toutes ces marques-là aussi font affaire avec des fournisseurs qui viennent de ces pays où c'est plus cher d'usiner des choses. Dans ce cas-ci, ce qui est québécois, c'est évidemment la marque, les gens derrière la marque, le service à la clientèle aussi. Si vous parlez, si vous clavardez, si vous appelez, c'est des gens qui ont le petit accent de Québec qui vont vous répondre et c'est donc le fun parce que c'est plus fun ça qu'un accent qu'on a de la misère à identifier. Chauvin. Ben, pour les gens qui savent, tu sais, support technique, parce qu'évidemment, ces écouteurs-là, c'est très grand public. Et si vous achetez ça à Noël pour votre jeune ou pour votre mère ou pour du monde qui sont pas très, très habiles avec la technologie, et s'ils appellent le service à la clientèle puis ils n'arrivent pas à parler en français normalement, ça peut être compliqué. Mais s'ils appellent, puis l'autre personne à l'autre bout comprend, mon téléphone, j'essaie de le pairer puis ça marche pas, puis là, il comprend, tout d'un coup, ça devient intéressant d'avoir une proximité avec l'entreprise et c'est un peu ça qui est inclus dans la marque Sounds Good. Ces écouteurs-là sont des écouteurs, je veux dire, de milieu à haut de gamme et qui sont vendus à un prix très accessible de 135 $. La clé, vraiment, elle est là. Et 135 $, c'est le prix régulier parce que j'arrête pas de me faire dire, peut-être qu'ils sont 100 $ en liquidation pour le vendredi fou. Allez vérifier, j'ai pas vérifié, mais c'est pas impossible. Mais même à 135 $, c'est quand même pas mal parce que des écouteurs comme ça d'une autre marque
étrangère qui offrent le même niveau de fiche technique, coûteraient facilement 2 fois ce prix-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce sont des écouteurs qui, quand Apple a fait sa présentation des nouveaux AirPods Pro 3 il y a quelques mois, dans la façon dont le graphisme était fait derrière sur scène, je pensais qu'il allait avoir des AirPods Pro 3 noirs plutôt que blancs, ce qui aurait été vraiment une belle façon de tracer une ligne, de dire « Hey, ça, c'est vraiment des nouveaux AirPods ». C'était pas le cas. Mais si vous aimez les écouteurs noirs, ceux-là sont noirs. Ils ont la même forme que les écouteurs de ce genre d'écouteurs-là, là, avec l'espèce de petite rallonge vers le bas là, pour faire un micro. Ils sont donc tout à fait noirs. Ils ont des embouts qu'on peut remplacer par des embouts plus gros, plus petits pour ajuster l'insonorisation passive, ce qui est super important parce que ça peut affecter la qualité de l'insonorisation active, l'annulation du bruit, la fameuse ANC. Comme on l'appelle en anglais. Sounds Good promet une annulation du bruit de 45 décibels. C'est-à-dire que le bruit ambiant est réduit de l'équivalent de 45 décibels. Quand on dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, parce que c'est très abstrait, de façon générale, des bons écouteurs vont annuler 30 décibels du bruit ambiant. Ça veut dire que les sirènes fortes, les explosions, les bruits très, très bruyants deviennent audibles, mais pas forts. Là, on est à moins 45. Oui. C'est pas exactement le niveau d'annulation que les AirPods Pro proposent, mais on s'en approche drôlement. Au bureau, ça coupe tout le bruit ambiant. Dans l'autobus, ça coupe le bruit du moteur, l'espèce de bruit sourd qu'on entend là, quand on porte pas attention. Donc ça, c'est assez cool. Et évidemment, comme on a eu le bruit, on ajoute aussi un mode transparence qui s'active pour qu'on puisse entendre les gens autour de nous et leur répondre sans avoir à retirer les écouteurs. Je sais pas à quel point les gens utilisent ce mode transparence. Je suis toujours un peu embêté, mais j'enlève mes écouteurs pour que les gens sachent que je les écoute. Mais le mode existe. Ce qui est le fun, c'est quand vous enlevez l'écouteur, évidemment, la musique arrête et elle reprend quand vous remettez l'écouteur. Donc, c'est une autre façon d'interagir qui est quand même fonctionnelle. Techniquement, on a là-dedans des haut-parleurs, des transducteurs dynamiques, comme on dit techniquement, de 11 mm. C'est une petite affaire plus gros que la moyenne. Généralement, on se tient autour de 10 mm là, chez les fabricants des écouteurs de cette dimension-là. Et à 11 mm, on peut aller chercher un petit peu plus de basse fréquence. Donc, les graves, les basses, sont un petit peu plus audibles. J'ai pas trouvé que c'était un niveau de qualité sonore comparable à ceux des AirPods Pro. J'ai parlé il y a une semaine ou deux des Pro X, les Status Audio Pro X, qui sont le fin du fin. Écoute, c'est de l'audio high-res, mais c'est des écouteurs 3 voix, comme les haut-parleurs que vous fabriquez quand vous étiez au cégep. Et qui sont plus coûteux aussi. Mais ils coûtent autrement plus cher. Oui, ils sont 3 fois plus chers à 440 $. Donc, c'est pas du tout le même registre, mais le son, sinon, est excellent. Le micro fonctionne bien pour les appels main libre aussi. Et il y a évidemment toute la batterie technique derrière qui vient avec le fait que c'est le protocole Bluetooth 5.4. Donc, on maximise l'autonomie, tout en gardant la connexion avec un téléphone ou un autre appareil, parce qu'on a du jumelage multipoint. On peut avoir 2 appareils jumelés, c'est-à-dire que vous pouvez écouter votre musique sur votre ordinateur et si le téléphone sonne, automatiquement, ça apparaît dans vos écouteurs. Et je parlais d'autonomie, 10 heures d'utilisation par charge. Donc, c'est bon pour une journée de travail avec le transport inclus. Par charge, c'est variable si vous utilisez l'annulation du bruit ou pas, là, évidemment, parce qu'il y a différentes charges sur la batterie qui vont affecter ça. Mais vous les mettez dans l'étui et vous avez 3 autres recharges bonus avec la pile de l'étui pour une 40aine d'heures en tout, entre 2 recharges entières. Donc, c'est quand même un appareil assez le fun. Des écouteurs tout à fait corrects. Si vous achetez pour Noël ça à quelqu'un, cette personne-là doit faire être contente parce que c'est des bons écouteurs, ça vaut la peine. Ça vient avec l'application Android, l'application iPhone, qui permet d'ajuster des réglages manuellement sur le téléphone de son choix. Et évidemment, dans le contexte, pour un appareil qu'on peut utiliser au quotidien, c'est difficile de se plaindre. Évidemment, il faut s'assurer que les personnes qui achètent ces écouteurs-là ont des oreilles conformes aux écouteurs intra-auriculaires, parce que ma conjointe, ça a de la misère, parce que toi aussi, Pascal. Moi non plus, malheureusement. Je les ai mis dans mes oreilles. J'ai trop des grosses oreilles, je crois, ils ont tombé immédiatement. T'es à l'écoute de ton environnement de façon trop intense, peut-être. Mais écoutez, si vous magasinez, ça vaut la peine. Je ne sais pas s'ils font des démonstrations chez Tanguay, mais si vous pouvez au moins les essayer avant d'acheter un appareil à 300 $, peut-être que ça vaut la peine, que ça va vous convaincre. Donc, allez voir ça, les SG Oasis de Sounds Good, une alternative bon marché qui aide une entreprise québécoise. C'est des gros atouts, à mon avis, surtout dans ce temps des fêtes très géopolitisées. Encourageons un revendeur québécois qui fait du beau travail. Exactement. Nous offrir des appareils électroniques moins chers.
Alain, merci infiniment. Toujours un plaisir de parler. C'est la dernière émission avant les fêtes. On va se parler de ça. Noël approche. Peut-être qu'on va se faire une édition spéciale Père Noël avec des dans les prochaines 2. Faut qu'on se fasse un spécial Noël, là, oui, effectivement. Et ça plaît toujours. TELUS Plan Hub, nos partenaires, merci beaucoup. On a parlé de centres de données avec TELUS. C'est toujours cool. Plan Hub, si vous cherchez avec le Vendredi fou, justement, regardez les meilleurs forfaits et les meilleures offres. Ils ont des suggestions. Cogeco Média pour la mise en onde. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse un peu partout. Vous pouvez me lire sur pascalforgette.com. Cliquez. Il y a un lien d'affiliation. Si jamais financer le bon travail de Pascal. Le bon travail. Voilà. Et on ne le mentionne pas assez. Il y a Planet Hoster aussi qui fait des grosses promotions pour le Vendredi fou. Si jamais on parlait d'hébergement de données, de centres de données, Planet Hoster, qui est un partenaire à nous, fait des promotions pour le Vendredi fou. C'est peut-être le temps de changer de serveur et d'hébergeur et pour avoir quelque chose qui est local, qui est québécois. Profitez-en. Pour votre propre domaine, pour votre propre adresse courriel et la protéger, la sécuriser comme vous voulez. Voilà. Merci Pascal. Merci. C'est une autre excellente émission d'une tasse de tech. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait sur votre plateforme balado préférée. Sinon, revenez-nous l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, mais aussi la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application Cogeco Média.